à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à frissonner. Non, je n'ai pas disparu du YouTube Game, j'ai juste mis 6 mois à faire cette vidéo, parce qu'en fait il s'agit d'une grosse vidéo que je fais en 2 parties. Je vous propose donc aujourd'hui un iceberg des phénomènes météorologiques les plus étranges. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous serez capable de vous sortir d'une conversation chiante en parlant de la météo. Je suis fournisseur officiel de sujets de conversation. J'ai fait 4 catégories et évidemment à la surface on a des phénomènes connus mais dont pour autant on ne sait pas forcément comment ils fonctionnent. Et plus on ira en profondeur, plus on va s'attarder sur des phénomènes peu connus, voire terrifiants à observer. J'espère que cette vidéo va vous plaire, elle n'est pas exhaustive mais je trouve que c'était déjà un bon aperçu de la question. Si vous avez vécu des expériences, je serais heureuse d'en faire un prochain sujet. Pour cette première vidéo, on va commencer par les 2 premières catégories. Et dans une deuxième partie qui sortira très vite, elle est déjà prête, on abordera les profondeurs et les abysses de l'iceberg. C'est parti, on commence avec la surface. Кого запустил? Не. Я же говорю, инопланетяне. Нет, оно светило именно как фонарик. Probablement le plus beau de tous les phénomènes météorologiques. Une lumière au milieu de la nuit qui réchauffe les terres glacées du pôle Nord. Voir à l'œil nu est un phénomène rare et ça ne reste jamais longtemps. Il a donné lieu à de nombreuses légendes, du renard joueur aux âmes oubliées. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour les peuples de l'époque que d'essayer de les expliquer. Leur découverte n'est pas tout à fait récente, il y a même plusieurs siècles qu'on a compris et reproduit l'expérience en laboratoire. J'aimerais qu'elle reste poétique, mais les aurores boréales sont en fait le résultat d'une tempête solaire qui répand les particules chargées sur les planètes qui se trouvent à proximité, en particulier de l'oxygène et de l'azote qui vont, en entourant les pôles et à l'aide de photons, donner leur couleur bleue, verte ou rouge aux aurores boréales. Vous le savez, l'année dernière, l'activité solaire s'est fortement intensifiée au point de reproduire le spectacle à nos latitudes. Si les aurores boréales permettent d'arrêter le temps, une tempête solaire historique est loin d'être inoffensive. Il est difficile de la prévoir avec précision, si ce n'est que le soleil connaît des pics d'activité tous les 11 ans. Nous sommes actuellement dans une période de forte activité et il est possible que celle-ci s'accentue encore cette année. Mais il est aussi envisagé qu'une tempête soit si importante qu'elle perturbe le champ électromagnétique de la Terre au point de mettre à mal tous les systèmes de télécommunication. Si on connaît une tempête magnétique de niveau 9, Internet va tomber. Ce n'est pas une légende puisque ça s'est déjà produit. En 1859, une tempête solaire va permettre de voir des aurores boréales jusqu'à l'équateur. On est au lendemain de la révolution industrielle, donc les gens communiquent par ondes radio. Certaines personnes vont être électrocutées alors qu'elles tentaient d'envoyer un message radio et des incendies vont être déclenchés dans plusieurs endroits. On raconte qu'il est possible de lire un journal en pleine nuit dans les latitudes les plus basses. Une tempête a aussi été observée en 1989, en pleine guerre froide, et de nombreux foyers ont été privés d'électricité. Les aurores boréales ont duré 2 jours. Mais encore une fois, nous étions dans un monde où Internet n'existait pas. Il y a un scientifique du nom de Pete Riley qui estime que la probabilité d'avoir un événement de la nature de celui de Carrington, la tempête solaire de 1859, était de 12% entre 2012 et 2022. Il est par ailleurs probable qu'une telle tempête se produise tous les 150 ans. Que se passerait-il si une tempête solaire de cette ampleur était visible maintenant ? En mai 2024, des satellites Starlink ont été perdus. Si l'activité devait augmenter, nous pourrions perdre des satellites qui relient le monde à Internet, les avions pourraient voler sans système GPS, les transactions bancaires seraient interrompues, bref, ce serait une crise économique majeure. Mais bon, ce serait extrêmement beau à voir. Ces aurores boréales restent plus fréquentes à proximité des pôles. Pourtant, ce n'est pas tout à fait ce qu'observaient les Russes en pleine nuit, lorsqu'une grande boule lumineuse s'est élancée au loin, avant de disparaître au bout de quelques minutes. La taille et l'altitude laissent penser à des aurores boréales, mais la couleur et la forme prouvent que c'était différent cette fois-là. Les vidéos sont authentiques et le gouvernement a même répondu. Ce n'est d'ailleurs pas un événement unique, puisqu'il s'est également produit en Gironde en 2023, une boule blanche qui illumine le ciel sans prévenir. Certains ont cru à l'apocalypse ou à l'arrivée d'extraterrestres. Néanmoins, les autorités russes et le ministère de la Défense français ont affirmé qu'il s'agissait de tirs de missiles balistiques. La cohérence de cette réponse donne fortement envie de les croire, mais est-ce plus rassurant pour autant? Pas vraiment, c'est plutôt le contraire. Si vous voyez ça dans le ciel, vous saurez que la menace est humaine.
Les éclipses sont un phénomène bien connu, non seulement des spécialistes, mais aussi des novices comme vous et moi. Si vous êtes de ma génération, vous avez peut-être vu l'éclipse solaire de 99 qui était assez spectaculaire. La prochaine éclipse totale en France aura lieu en 2081. Cependant, si vous êtes prêt à bouger, il y aura une éclipse totale en Espagne en 2026, ce qui permettra de voir une éclipse partielle en France. Mais les éclipses n'ont pas toujours été considérées comme un phénomène naturel. À une époque, c'était considéré comme divin et ça débouchait sur de nombreuses théories liées à l'agriculture, le peuple craignant que ce soit signe de mauvaise récolte ou d'apocalypse. Et aujourd'hui, comme ça reste assez rare, les gens ne connaissent pas forcément tous les détails d'une éclipse. Il y a notamment des témoignages de personnes qui ont assisté à une éclipse lunaire et qui ont eu l'impression que la lune s'éteignait par moments, alors qu'en fait il s'agissait d'une interaction avec l'atmosphère. Je précise qu'une éclipse lunaire se produit quand le soleil, la terre et la lune sont alignés, au point où la Terre projette son ombre sur la Lune. Les rayons du Soleil peuvent donc subir des effets, comme c'est le cas dans une partie des phénomènes qu'on va expliquer. Ça n'a échappé à personne, les vagues de chaleur se multiplient partout dans le monde. C'est même à cause de la canicule qu'on a eu un été pourri en France, qu'il y a eu des inondations de grande ampleur en Espagne et que des ouragans ont eu lieu dans des endroits inhabituels. Le réchauffement climatique implique que l'eau s'évapore plus vite et retombe dans des épisodes pluvieux. La canicule se définit de la manière suivante. Pendant plusieurs jours, il fait très chaud la journée et la température ne redescend pas la nuit. La canicule, c'est une grande sécheresse, des feux de forêt, une pollution qui s'intensifie et des réfugiés climatiques. Ce sont les régions polaires qui se réchauffent le plus, 2 à 3 fois plus vite que le reste du monde. La France se réchauffe plus vite que la moyenne, mais ce n'est pas le pays qui souffrira le plus. On recense environ 12 jours de canicule par an. Je voudrais aussi expliquer que les épisodes de grand froid sont eux aussi plus fréquents en raison des températures élevées dans les pays du Nord. Le courant habituel crée un déséquilibre entre les couches qui a pour effet de pousser l'air froid vers le sud. Vous pouvez faire l'expérience et regarder la météo dans d'autres pays. Tous les étés au 15 août, le ciel se donne en spectacle avec les Perséides. Ces grandes traînées blanches au milieu des étoiles qui ne durent qu'une seconde. Les étoiles filantes, je pense que tout le monde ici sait ce que c'est. Évidemment, ce sont des flèches de feu lancées par les djinns pour s'attaquer aux méchants. Mais non, ça c'est la croyance arabe dans l'Antiquité. Ils ne sont évidemment pas les seuls à avoir émis des hypothèses sur ces objets célestes que la plupart considéraient comme sacrés. Dans la mythologie grecque, c'est un cadeau des dieux pour remercier Persée d'avoir arraché Andromède des mains de la Méduse. Dans la religion catholique, il s'agit des larmes de Saint Laurent qui a été exécuté le 10 août 258 au même moment que les Perséides. Les Amérindiens les considèrent comme un bon présage. Les Chinois, eux, comme un signe de l'amour. Globalement, les mythes autour des étoiles filantes correspondent aux préoccupations des peuples au moment de leur découverte. Il y a aussi d'autres pays qui le voient comme la manifestation des guerriers tombés au combat, ou qui essaient d'en donner une explication scientifique, comme c'était le cas au Moyen-Âge en Europe, ou considéraient les étoiles filantes comme un reste de feu triomphant de l'orage. En réalité, ce sont les météores qui entrent dans l'atmosphère à une vitesse extrêmement grande, ce qui a pour conséquence de les consommer sur une traînée de plusieurs milliers de kilomètres. Il ne faut pas les confondre avec les comètes, qui sont des roches glacées dont la lumière visible est le résultat de la sublimation de la glace lorsqu'elle s'approche du soleil. Techniquement, une météore pourrait être dangereuse, mais en général, elles sont soit détectables si elles sont de grande taille, soit assez petites pour se désintégrer dans l'atmosphère. Mais l'hypothèse d'une météore qui s'écraserait sur la Terre n'est pas impossible, on espère juste avoir d'assez bons scientifiques pour nous en protéger. En 2022, les Espagnols sont réveillés dans un monde orange qui a duré pendant plusieurs jours. Les tempêtes de sable sont un phénomène connu, surtout depuis Dune, mais ses conséquences le sont beaucoup moins. S'il s'agit de simples vents qui vont transporter les particules de sable qui sont assez légères pour être emportées, les dégâts s'arrêtent rarement à la frontière du désert et prennent des jours à disparaître. Vous vous souvenez peut-être de l'automne 2022, parce que le ciel avait aussi été visible en France, surtout dans le sud. Le sirocco avait apporté la pollution atmosphérique jusqu'à l'Europe, offrant de beaux couchers de soleil et des filets de sable dans le sud. Les conséquences dans les pays proches du désert étaient plus importantes. On a pu redouter le transport de bactéries et de virus qui habituellement sont filtrés par les UV du soleil. L'homme est responsable d'une partie de ces tempêtes. La déforestation enlève la protection des sols et l'assèchement de la terre la transforme en poussière, ce qui a pour conséquence de transporter des particules. C'est une vraie préoccupation. Le rayon vert, qui n'en a jamais entendu parler?
cette lumière mystique que les plus chanceux pourront observer lorsque le soleil se couche à l'horizon. Une sorte de cadeau à ceux qui ont la patience de revenir tous les soirs admirer le spectacle. Pour d'autres, il peut avoir un goût d'apocalypse tel un laser qui nous attaque. Pourtant, il y a des conditions bien précises pour le voir. Conseil d'effectuer une danse les yeux fermés pour éviter de voir un faux rayon vert. En se mettant dos au soleil, on ne prend pas le risque de voir du vert par illusion d'optique. Si la lumière devient verte, c'est parce que les autres couleurs sont absorbées. À cause de leur longueur d'onde, les couleurs ne sont pas renvoyées de la même manière à l'observateur et lorsqu'on se trouve à basse altitude, préférablement devant la mer, la couleur rouge et la couleur bleue disparaissent sous l'horizon. C'est rare de le voir et encore plus de le prendre en photo, donc si vous le voyez, vous avez de la chance. 在大陆广东佛山这边，日前却出现了海市蜃楼景观。这个杰比04的大楼呢，矗立在云层当中，引发大家热议。但是当地的民众大多没有看到，网友就质疑。Le navire abandonné flottait au-dessus de l'eau et son équipage était changé en fantôme. Aujourd'hui, plus personne ne croit à cette histoire. Pourtant, il y a eu récemment des témoignages troublants de personnes apercevant des objets détachés du sol, en pleine mer ou sur la terre. Il y a quelques années en Chine, des milliers d'habitants ont même vu au loin une ville entière, très grande, avec la silhouette des bâtiments, flotter au-dessus de la mer. Les mirages sont des effets causés par des températures extrêmes et un changement de pression. Il existe 3 types de mirages. Les mirages inférieurs, causés par une différence de température de plus de 10 degrés entre le sol très chaud et l'air. Ça change l'indice de réfraction qui crée une réflexion de l'image plus basse que l'objet, et comme l'image est parfois inversée, on a l'impression qu'il y a une flaque d'eau sur le sol. C'est pour ça que certaines personnes ont pu avoir l'impression, en marchant dans le désert, d'avoir des hallucinations alors qu'en réalité c'était un mirage. Il existe aussi des mirages supérieurs qui vont reporter l'image de l'objet au-dessus de lui. C'est parfois le cas en mer, ou en cas de température très basse, le sol est plus froid que l'air, et on peut avoir l'impression que l'objet est dans l'air. Et c'est même encore plus incroyable, parce que parfois, techniquement, on ne peut pas apercevoir l'horizon en raison de la courbure de la Terre, et pourtant, on pourrait voir des objets se situant au-delà. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les platistes. La courbure de la Terre devrait nous bloquer la vue. Et pourtant alors, pourquoi peut-on voir aussi loin? Si la Terre est un globe, il y a des gens qui se retrouvent la tête en bas. Comment des gens peuvent-ils vivre la tête en bas? Il existe enfin le mirage Fata Morgana, qui doit son nom à la croyance selon laquelle la fée Morgane essaierait de piéger les marins. C'est une combinaison des 2 mirages qui crée une image surréaliste d'objets à la fois à l'endroit et à l'envers à l'horizon, particulièrement en mer, à la limite entre mirage supérieur et inférieur. On ne sait pas vraiment comment ils se forment, mais c'est sans doute là l'une des visions les plus troublantes que l'on peut observer. Les choses sérieuses commencent, on va aller sous la surface, où se côtoient des phénomènes un peu moins connus, un peu plus effrayants, quoi qu'il en soit, particulièrement intéressants. Vous vous êtes déjà dit que la lune avait l'air particulièrement imposante certains soirs? La super lune, je l'ai incluse dans cet iceberg parce que, à mon avis, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Mais c'est on ne peut plus clair. La lune est plus grosse et plus brillante. L'explication se trouve-t-elle dans l'agrandissement de la réfraction du soleil en été, quand il n'y a pas de nuages et que l'activité est à son maximum? Non, pas du tout. Elle est juste plus proche de la Terre, et c'est visible. Je voulais le dire parce que moi j'ai longtemps cru qu'il y avait une explication moins évidente, mais parfois, il faut savoir apprécier les choses simples. Les vagues scélérates ont longtemps été considérées comme un mythe. Les marins l'ont pour la plupart vécu, mais au retour, ils n'étaient pas crus. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle qu'on arrive enfin à mesurer l'une d'elles à 34 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Elles sont imprévisibles, difficiles à comprendre et très dangereuses. Ce n'est que très récemment qu'on a pu en reproduire une en laboratoire, ce qui permet de mieux les comprendre. Pour faire simple, c'est une accumulation de vagues qui va les multiplier par 2 dans la hauteur. Mais mon explication est incomplète parce qu'on a beaucoup de mal à les étudier. Quoi qu'il en soit, avec toutes les expériences vécues par les marins, on est persuadé d'une chose, c'est qu'il ne vaut mieux pas en croiser en mer. Les nuages polaires stratosphériques, ou leur petit nom de nuages arc-en-ciel, sont un délice pour les yeux. Ils apparaissent souvent dans les régions polaires à très haute altitude, lorsque le soleil se couche.
Les nuages étant chargés de cristaux de glace, ils jouent le rôle de prisme pour les derniers rayons du soleil et cela donne lieu à de magnifiques barbes à papa de toutes les couleurs, sur un ciel aux reflets orangés. Comme je l'expliquais tout à l'heure, avec le réchauffement climatique, il arrive qu'il y ait des épisodes de froid extrême à nos latitudes, parce que la stratosphère se réchauffe trop et les températures basses de la troposphère sont poussées vers le sud, tandis que les chaleurs remontent vers le nord. Bref, il est possible qu'on puisse en voir ici. Mais si ce n'est pas le cas, je vous recommande d'aller les observer en Scandinavie, qui est une région magnifique en hiver. La Lune se retrouve dans beaucoup de croyances. Elle a longtemps dicté les faits et gestes des hommes, dans l'agriculture et la chasse, en fonction de son cycle. On est également certain que la Lune a une influence sur les marées avec sa position. Quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, les marées sont plus grandes, mais ça n'est pas à cause du cycle de la Lune. Elle aurait aussi une influence sur la faune, et notamment sur les coquilles d'huîtres. Il est également possible que la Lune puisse changer le caractère des humains, et c'est de là que vient le mot lunatique, mais il s'agirait uniquement de ceux qui sont atteints de démence ou d'épilepsie. Ça n'a jamais été confirmé, et le fait qu'elle puisse altérer le sommeil est une simple légende. Vous avez déjà rêvé de train de nuages ? Non, moi non plus, mais certains peuvent en voir. Les nuages rouleaux sont une formation nuageuse assez rare, mais qui apparaît le plus souvent en Australie, lorsque les conditions d'humidité et de froid sont réunies. Ils se forment alors, souvent sur des crêtes, des nuages qui peuvent mesurer plusieurs kilomètres de long. Acide folique, acide citrique, acide chlorhydrique, acide hyaluronique sont autant de noms pour désigner une composante chimique dont le pH est bas. Ce n'est pas toujours néfaste pour la santé, selon le degré d'acidité. Comme vous le savez, on peut faire des injections d'acide hyaluronique. Je ne dirais pas que ce n'est pas néfaste pour la santé, mais c'est encore pratiqué. L'acide folique est contenu dans les fruits à coque et est très bénéfique. Pourtant, je vous déconseille de consommer de l'acide chlorhydrique, composant principal du desktop, ou de vous baigner dans le lac indonésien Kawaii-jen, qui dissout n'importe quelle forme de vie en quelques minutes. Vous avez entendu parler des émissions de gaz à effet de serre ? Oui, ça a un rapport avec ce dont je vais parler. Il y a des films catastrophes qui ont pour thème les plus acides, et en général ils sont liés au changement climatique actuel. Je pense notamment au film Acide de Just Filippo, qui montre avec beaucoup de réalisme la panique d'une population forcée de quitter son habitat. C'est un film dystopique très ancré dans le réel, parce que les pluies acides font partie des phénomènes météorologiques les plus fréquents, et ont eu tendance à s'intensifier jusque dans les années 90. Elles tombent naturellement sur la terre, fragilisent la flore, sont mauvaises pour la peau et abîment les bâtiments. En Chine, la pluie est environ 10 fois plus acide qu'ailleurs. En République tchèque, une forêt a été détruite à cause des pluies acides et le Canada et les États-Unis ont été les pays les plus touchés avec des taux plus de 100 fois supérieurs à la normale. C'est un fléau dont nous sommes tous responsables, puisque la pluie est le résultat de l'évaporation de l'eau sur le sol et va se condenser avec le CO2 qui est présent dans l'air. Si nous avons réussi à diminuer l'acidité de la pluie, nous avons à l'inverse augmenté la présence de particules fines dans l'atmosphère. Y a-t-il plus beau paysage que la forêt recouverte d'un manteau blanc un soir d'hiver ? Avant ça, les nuages chargés de neige avalent des villes entières à grande vitesse. Les orages de neige sont fascinants. Ils le sont tellement qu'il existe des chasseurs d'orages de neige comme il existe des chasseurs de tornades et d'aurores boréales. En général, ce sont des photographes qui ont la volonté de capturer ces moments. Mais c'est surtout parce que les orages de neige sont très rares. On n'est pas encore sûr de savoir comment se produit un orage, mais en tout cas, il y a systématiquement un conflit de masse d'air, de température à haute altitude qui rend l'air électrique. Il faut donc d'un côté l'air chaud, d'un autre l'air plus froid et la présence d'humidité. En hiver, ces éléments sont présents, même si la différence de température est moins importante puisqu'il y a essentiellement de l'air froid et de l'humidité. Il faut également que les conditions soient réunies pour que la neige tombe pendant des heures, ce qui atténue fortement le bruit du tonnerre malgré le fait qu'il ait lieu à plus basse altitude, plutôt 5 km au lieu de 10. On peut quand même en voir dans le nord de la France, mais les régions les plus exposées sont l'Écosse et le Canada.
Imaginez que vous avanciez la nuit, dans la brume, que la seule source de lumière est votre lampe de poche. Si elle est assez puissante, vous pourriez voir une arche se dessiner devant vous, qui recule à mesure que vous continuez à marcher. Les paysages les plus mystiques sont toujours enrobés d'un brouillard dense. Il est difficile de voir à plus de 100 mètres, parfois même juste devant soi. Mais si on lève les yeux au ciel, on peut éventuellement voir une trace de lumière. Parfois, le soleil se fend d'un artifice. Vous avez tous déjà vu des arcs-en-ciel, non? Ces demi-cercles colorés qui fendent le ciel après la pluie. On a tous en tête les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces couleurs sont bien visibles malgré la lumière blanche, c'est grâce à la diffraction de la lumière à travers l'eau. Mais que se passerait-il si, au lieu de pleuvoir, l'eau restait en suspension comme lorsqu'il y a du brouillard? On verrait probablement un fog bow, une sorte d'arc-en-ciel totalement blanc. La lumière passe à travers le brouillard, mais les gouttes sont trop petites pour faire cet effet. Ça produit donc une diffraction de la lumière, mais celle-ci a conservé l'ensemble des couleurs la composant. Voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et évidemment, me montrer que vous l'avez aimé, si c'est le cas bien sûr, en likant cette vidéo et en vous abonnant. Ciao!